Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio à la une de l'actualité de ce 22h. Pas de consensus autour de la date des prochaines élections locales. En réunion de la commission politique du dialogue national ce mercredi, la majorité a tablé pour 2020 alors que l'opposition et le pôle des non-alignés estiment que ces élections peuvent bel et bien se tenir en 2021 si l'évaluation du processus électoral dont le démarrage est prévu le 1er avril est réduit de 2 mois. Après plus de 3 semaines de détention à la MAC de Ziguinchor, les 8 jeunes de Bignona interpellés dans le cadre des manifestations de soutien au député Ousmane Sonko ont bénéficié cet après-midi d'une liberté provisoire, un pas de plus dans la dynamique de décrispation de la tension politico-sociale qui a secoué le pays depuis quelques semaines. Colère du monde paysan à Diogo-sur-Mer dans la zone des Niayes, les maraîchers déplorent la mévente d'une forte production agricole. Elle impute à l'importation de carottes et de choux au Sénégal. Ils accusent l'ARM et le ministère de l'Agriculture de manœuvres dilatoires en ce qui concerne le gel des importations. On va également s'intéresser à la 6e édition des Journées des sciences de la Terre en Afrique et au Moyen-Orient. Le journal de la santé va compléter cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye. Marie-Rosalie Ndiaye. Réunion de la commission politique du dialogue national ce mercredi. L'évaluation du processus électoral démarre le 1er avril prochain. Pour ce qui est de la tenue des locales, il n'y a pas eu de consensus sur la date exacte. Selon le porte-parole de la majorité présidentielle, Cheikh Sarr, la direction des élections affirme qu'il faut 11 mois pour le déroulement de toutes les opérations. Conséquence, les locales doivent se tenir en 2022. Cheikh Sarr rejoint par Hapsa Elimanouane. Le premier point qui a été traité, c'est le démarrage de l'évaluation du processus électoral qui est financé par l'État du Sénégal. Et donc, l'évaluation va démarrer au plus tard le 1er avril. Déjà, toutes les dispositions ont été prises, les évaluateurs ont été recrutés et à ce niveau, il n'y a plus de problème d'un point de l'évaluation. Je rappelle que l'audit a démarré déjà depuis le 17 février. Le deuxième point a concerné les élections locales. Nous avons acté donc un consensus pour le report des élections locales. Par contre, on n'a pas trouvé de consensus sur quand est-ce que ces élections seront organisées parce que nous avons considéré au niveau de la majorité que pour déterminer la date, il faut terminer l'évaluation du processus électoral, terminer l'audit du fichier et exécuter les opérations obligatoires. Et d'après le calcul que nous avons fait, mais aussi d'après même la programmation faite par la direction des élections, il faut 11 mois pour pouvoir terminer tout. Je veux dire, terminer l'audit et l'évaluation, intégrer les consensus dans le code électoral, ensuite organiser une révision exceptionnelle jusqu'au dépôt des listes de candidature. En fait, ça devrait tourner autour de 11 mois. Et nous pensons qu'il faut que ces délais-là déterminent la programmation des élections. C'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'à présent. Mais les amis de l'opposition considèrent qu'il fallait retenir l'organisation des élections au plus tard avant la fin de l'année 2021. Et ça, on ne pouvait pas accepter parce que simplement la détermination de la date dépend plus du délai des opérations obligatoires pour aller à des élections qu'une volonté politique tout court. Donc, c'est un point de divergence que nous avons. Cependant, nous allons transmettre au gouvernement les conclusions que nous avons eues pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que l'Assemblée nationale puisse voter le report des élections locales. Le délai peut être revu à la baisse selon le coordonnateur du pôle des non-alignés. Déthié Faye soutient que ces élections locales peuvent bel et bien se tenir en 2021 et non en 2022 comme le souhaite la majorité. Il s'en explique au micro de Hapsa Elimanouane. Sur les organisations des élections, nous avons constaté tous que la date du 28 ne pouvait plus tenir. Donc, il fallait nécessairement reporter encore une fois les élections. Là où maintenant nous avons eu des divergences, c'est le report jusqu'à quel délai, jusqu'à quelle limite. À notre niveau, nous pensons que sur la base des activités à mener, dès que l'évaluation aura démarré, si nous faisons le décompte des différentes tâches, et le temps nécessaire, nous avons estimé qu'il était possible, si nous y mettons convenablement, d'organiser les élections au plus tard en décembre 2021. Malheureusement, cette position n'a pas été partagée par la majorité qui considère que leur évaluation, leur estimation, basée sur des informations fournies par l'administration, les pousse à considérer qu'il nous faut 11 mois, donc ce qui nous amène au mois de mars 2022 pour l'organisation des élections. Les 11 mois, c'est long, on peut les réduire. D'ailleurs, la discussion a montré que la réduction est possible, puisque l'exemple patent, c'est par exemple
dans la projection de la direction des élections, l'évaluation c'est pour 4 mois. Alors que dans nos termes de référence, nous avons dit de 3 à 4 mois et la commission politique a estimé que cette évaluation peut se faire en 2 mois. Et tout le monde dans la salle était d'accord que l'évaluation peut se faire en 2 mois. Par conséquent, en procédant ainsi, il y a des réductions qui sont possibles au niveau pratiquement de tous les délais qui ont été déclinés et qui permettent effectivement que les élections aient lieu en décembre 2021. Ce qui fait que donc on n'a pas pu trouver de consensus à ce niveau-là. La majorité ne souhaite pas que les locales se tiennent en 2021. Sentiment du coordonnateur des plénipotentiaires de l'opposition. Pour Saliou Sarr, il suffit de réduire de 2 mois l'évaluation du processus. L'opposition campe sur sa position. Les élections locales doivent être maintenues en 2021. Saliou Sarr est avec Rapsa Edimanouane. Sur le plan technique, quand nous avons posé des questions, le pôle des non-alignés, la société civile, le pôle de l'opposition, cette majorité-là a constaté qu'il était possible de réduire les délais donc techniques pour organiser les élections. Au lieu de 11 mois, il y avait au moins une économie de 3 mois parce que les gens ont proposé la réduction de la durée de l'évaluation du processus électoral de 2 mois au lieu de 4 mois. Et quand on a posé la question à l'administration a dit qu'il était possible de tenir les élections en 2021 si on avait réduit de 2 mois l'évaluation du processus. Ce que M. Ndiaye Maji, président de la séance, a proposé comme synthèse en disant que comme si on réduit de 2 mois l'évaluation du processus et qu'on réduise d'autres tâches de 15 jours, on peut aller à 1 mois et parfaitement il était possible de tenir les élections locales d'ici la fin de l'année 2021. Et c'est ce que le pôle de la majorité a rejeté, voulant nous remettre dans un délai de 11 mois, en disant que oui, les termes de référence avaient dit 90 jours et 120 jours pour l'évaluation. Mais quand on a revisité les termes de référence, nous avons constaté qu'on n'avait pas mis de durée pour l'évaluation du processus. Nous pensons que la majorité traînait sur l'audit et le processus et jusqu'à cette date, pour vouloir aller en 2022, alors que nous, on était dans une situation pour pouvoir le faire et on peut le faire. Donc on comprend aujourd'hui que c'est le pôle de la majorité, donc le gouvernement, qui refuse qu'on organise les élections en 2021. C'est absolument sûr parce que vous l'avez entendu ces derniers jours, Ismaël Madior, conseiller du président de la République, hier, il a dit les élections vont se tenir au mois de février. Le président de la République l'a dit dans son discours à la nation de fin d'année pour dire que ça va se faire en décembre ou peut-être 1 ou 2 mois. Aujourd'hui, le fait que le pôle de la majorité maintienne ces 11 mois sur une base qui ne repose sur rien du tout nous pousse à dire que c'est le pôle de la majorité qui ne veut pas organiser les élections. Les jeunes manifestants arrêtés le 2 mars à Bignona dans l'affaire Sonko Adji Sarr hument l'air de la liberté. Ils ont quitté la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor cet après-midi. Ben Michel Kanfoudi. Après plus de 3 semaines de détention à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor, les 8 jeunes de Bignona interpellés dans le cadre des manifestations de soutien au député Ousmane Sonko recouvrent la liberté. La nouvelle est confirmée par le coordonnateur départemental du PASTEF dans le département de Bignona, Yankouba Sagna, qui indique qu'ils ont tous rejoint leur famille. Lamine Badji, Ousmane Bodian, Bakary Richard Diémé, Atap Sonko, Madikoy Sané, Amadou Badji et Djibi Kamara ont été libérés ce mercredi dans l'après-midi après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. La libération de ces manifestants est un nouveau pas dans la dynamique de décrispation de la tension politico-sociale qui a secoué le pays en début mars. Signaler que parmi les manifestants libérés figure le professeur d'espagnol en service au lycée de Bonna et dont l'arrestation a perturbé à plusieurs reprises les cours dans cette zone du département de Bunkilinga. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Guy Marius Sagna est libre également. La demande de liberté provisoire introduite par son avocat a connu une suite favorable sans aucune condition au préalable. Maître Moussa Sarr, qui parle d'une arrestation arbitraire de son client, attend une ordonnance de non-lieu de la part du juge d'instruction pour laver son client. Maître Moussa Sarr, avocat de Guy Marius Sagna, est joint par Adam Ndion. Je vous confirme que mon client Guy Marius Sagna vient d'obtenir une mise en liberté provisoire. Et nous nous félicitons de cette décision. Elle n'est pas assortie d'une autre condition à ma connaissance. Non, le dossier n'est pas classé. La procédure suit son cours. Il a obtenu une liberté provisoire dans le cadre d'une procédure normale. Antérieurement également, il a eu à bénéficier d'une liberté provisoire. Donc la liberté provisoire octroyée à Guy Marius Sagna ne signifie pas que le dossier est clos.
la procédure judiciaire continue. Nous allons continuer notre combat jusqu'à l'obtention d'une ordonnance de non-lieu qui va classer définitivement le dossier. Pour le moment, c'est une bataille qui est gagnée, entre guillemets. Maintenant, le combat continue pour qu'il soit blanchi complètement. La prochaine étape, c'est de continuer le combat judiciaire pour obtenir une décision de non-lieu du juge d'instruction. Parce qu'encore une fois, dans cette affaire, Guy Marius Sagna est victime. Il a fait l'objet d'une arrestation préventive par la police qu'il a enlevée sans aucune convocation, sans aucun mandat d'arrêt, sans aucun mandat d'amener. Ce qui est inacceptable dans un état de droit. Il a été victime d'une arrestation arbitraire. Le verdict final, c'est que le juge d'instruction prenne une ordonnance de non-lieu pour dire effectivement, après avoir instruit le dossier, je n'ai pas vu de charge suffisante pour faire juger Guy Marius Sagna. Parce que le juge d'instruction, dans le cadre de sa mission, instruit à charge et à décharge. Et nous espérons qu'il va prendre une ordonnance de non-lieu dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et nous nous attelons à cela. 3 ans ferme, 15 millions de francs d'amende et confiscation des équipements et bois saisis. C'est le verdict prononcé par le tribunal ce mercredi contre l'un des trafiquants de bois sénégalo-gambien interpellé la semaine dernière. Un verdict encourageant selon l'inspecteur régional des eaux et forêts de Tambacounda. Le commandant Mamadou Gaye répond à Boubacar Tamba. Donc, dans la nuit du jeudi au vendredi passé, on a procédé à une saisie d'une camionnette transportant des bions de Dimbu qu'il voulait acheminer en Gambie. Donc il y avait 4 individus, les 3 se sont enfuis, on a pu apprendre un parmi eux et du coup on l'a déféré au parquet et aujourd'hui le verdict est tombé. Le verdict c'est quoi? Le verdict est tombé, il a écopé 3 ans ferme, d'emprisonnement ferme, la confiscation des moyens de transport, à savoir la camionnette avec ses équipements, mais également 15 millions de francs d'amende d'intérêt. Mais également la saisie des bois qui a été appréhendé au niveau de Niani Toucouleur. Ce verdict, il est encourageant? Oui, c'est un verdict vraiment très encourageant et c'est le lieu vraiment de féliciter et remercier les autres autorités judiciaires de la région qui, à mon avis, sont très conscients, en tout cas, de l'impact de cette coupe illicite au niveau des formations forestières du Sénégal. Vraiment, je pense que c'est un verdict qui va servir d'exemple et que désormais, je pense que quiconque va, en tout cas, l'idée de s'aventurer dans cette activité va bientôt réfléchir. Sud FM, l'info, c'est ici. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 24 mars au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'impératif d'asseoir l'artisanat comme un secteur prioritaire du développement économique et social du Sénégal, de la création en novembre 2020 du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Le chef de l'État invite dès lors le ministre en charge de l'artisanat dans le cadre du renforcement des mesures de soutien à l'employabilité des jeunes à présenter un projet spécial d'accompagnement et de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes artisans recensés dans chaque filière. Le président de la République indique à ce sujet la nécessité d'alléger les procédures de formalisation, de formation rapide et de financement de ce secteur. Le chef de l'État rappelle également que cette dynamique de réorientation devra être renforcée par un système d'encadrement spécifique des jeunes artisans, mais également par l'intensification de l'édification de sites artisanaux modernes équipés de matériel de pointe en vue de la promotion des productions artisanales de qualité dans les marchés nationaux et internationaux. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État rappelle au ministre du Tourisme l'urgence d'intensifier la mise en œuvre des mesures présidentielles d'impulsion de soutien à la relance des activités de l'emploi dans le secteur du tourisme. Le président de la République indique à ce propos au ministre en charge du dialogue social, du tourisme et des finances la nécessité de procéder à la signature avant fin mars 2021 du pacte de stabilité sociale dans le tourisme. Le chef de l'État invite par ailleurs le ministre en charge du travail à renforcer les inspections du travail en ressources humaines et logistiques afin d'assurer la maîtrise exhaustive des emplois. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du guichet unique pour le projet 100 000 logements.
Déchéance et inquiétude des producteurs maraîchers à Diogo-sur-Mer, la pomme de terre, la carotte et le chou en mévente à cause de la Covid-19 et la concurrence déloyale des bateaux étrangers. Une situation dénoncée par les acteurs, nous dit Babakarso. Dans la zone des Niayes, le monde paysan à Diogo-sur-Mer est dans la déchéance totale. En cause, les conséquences du coronavirus, mais aussi la concurrence déloyale due aux importations du chou, de la carotte et de la pomme de terre par les bateaux français et marocains. Une situation incompréhensible sur la position de l'État sénégalais qui, selon ses populations, ne réagit pas. Ils ont fait face à la presse dans les champs à Diogo-sur-Mer. Vieba, conseiller municipal, porte la parole des maraîchers de Diogo-sur-Mer. Le monde paysan est dans la déchéance totale, liée d'abord aux conséquences du coronavirus, mais également liée aux importations de carottes des importateurs français, mais surtout marocains. Moi, je pense qu'en cette période où nous avons une mévente caractérisée, où nous avons une forte production agricole, on ne peut pas comprendre que l'État ne puisse pas freiner quand même les importations de carottes et surtout de chou-pommé. C'est ce qui a fait aujourd'hui que nous avons jugé nécessaire d'alerter l'État pour que ces bateaux étrangers-là qui importent la carotte et le chou-pommé au Sénégal puissent être arrêtés définitivement. C'est des citoyens. Des producteurs qui, dans cette situation, pointent du doigt l'ARM, l'Agence de régulation des marchés et le ministère de l'Agriculture qu'ils jugent entièrement responsables de ces problèmes. D'où l'appel adressé au chef de l'État Macky Sall pour prendre ses responsabilités. Vieba, au nom des maraîchers de Diogo-sur-Mer. Pour ce qui concerne l'ARM pour le gel des importations, nous avons constaté un dilatoire. Le dilatoire, c'est entre le ministère et l'ARM. Ils nous ont toujours évoqué l'arrêt des importations à une date butoir. Mais ce qui c'est qu'il ne s'agit pas d'arrêter les importations. Il faut faire en sorte que le produit étranger qui nous vient du Maroc, de la France, puisse être interdit. C'est ce que nous voulons. Parce que le problème, c'est qu'au moment où fixer une date, avant que la date n'arrive, les importateurs renforcent leurs magasins. Ils ont un stock qui leur permet d'écouler pendant 6 mois. Ce que nous voulons, c'est que l'État prenne ses responsabilités. Il faut qu'il fasse en sorte que cette interdiction soit effective. La 6e édition des Journées des sciences de la Terre en Afrique et au Moyen-Orient a été organisée par le ministère des Mines et de la Géologie dans tous les lycées du pays sous le thème « Valorisation des minéraux de développement ». Une occasion pour sensibiliser les élèves en classe de 3e, seconde, première et terminale à des classes scientifiques sur les possibilités d'orientation dans les métiers des sciences de la Terre et du développement de leur esprit d'entrepreneuriat. Biramandiaï. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, a célébré la 6e édition des Journées des sciences de la Terre en Afrique et au Moyen-Orient. La valorisation des minéraux de développement est le thème de cette année. La directrice de la promotion minière et de la prospection nous en dit plus. Les minéraux du développement, on peut dire que c'est des substances minérales qui se trouvent à côté des communautés et qu'elles peuvent utiliser sans qu'il y ait beaucoup de coûts. Donc c'est des minéraux qui permettent de développer l'environnement des communautés. On a pris l'exemple de l'argile. L'argile qu'on peut trouver un peu partout au Sénégal, que les gens peuvent utiliser dans la construction, pour faire de la briqueterie, pour les masques, etc. Donc c'est des minéraux qu'on peut valoriser localement sans avoir à payer le transport. Cette journée est célébrée dans tous les lycées du pays. Une occasion pour Rokhaya Sambadien de sensibiliser les élèves en classe de 3e, seconde, première et terminale sur les débouchés des métiers des sciences de la Terre. On a certes le métier de géologue, d'ingénieur des mines, mais on a le géotechnicien, on a le tectonicien, on a ceux qui font les cartographes. Et également, comme l'a dit Madame l'inspecteur, on a d'autres métiers parce qu'au niveau des mines, on n'a pas seulement que ces techniciens. On a des gestionnaires, on a des gens qui s'occupent de la responsabilité sociétale, des socio-économistes. C'était aussi l'occasion pour les organisateurs d'informer la société sur le rôle des minéraux de développement, notamment les substances utiles dans la vie de l'homme ainsi que leur importance dans le développement socio-économique. Biramandiaï, la 6e édition des Journées des sciences de la Terre en Afrique et au Moyen-Orient a été organisée par le ministère des Mines et de la Géologie dans tous les lycées du pays ce mercredi sous le thème « Valorisation des minéraux de développement ». L'éradication de la mendicité forcée des enfants talibés au Sénégal est plus qu'une urgence. Les 5 milliards qui en découlent chaque année inquiètent. La RADDHO et les comités départementaux de protection de l'enfant ont démarré une formation de 3 jours axée sur la communication pour la réussite de la lutte
au niveau communautaire. Mais pour résoudre cette problématique, la RADDHO souhaite l'adoption du projet de loi sur le retrait des enfants de la rue qui attend toujours depuis des années. Josette Kali. Les 5 milliards qu'engendre la mendicité forcée des enfants talibés et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, un constat amer auquel il urge de mettre un terme avec une communication sociale bien ardue. Mame Kouna Thioye, secrétaire chargée des programmes enfants à la RADDHO. La mendicité telle que pratiquée ici au Sénégal est une forme de traite et c'est une forme d'exploitation économique des enfants. Et là, aujourd'hui, on a décidé de réfléchir sur des stratégies efficaces en matière de communication pour avoir ce changement de paradigme, pour avoir ce changement de comportement et d'appréciation de la pratique de la mendicité, pour aller vers les communautés en vue de partager des informations pour plus d'engagement de leur part. Le retrait des enfants de la rue, qui devait être le principal moyen de lutte, est confronté à de moultes difficultés. Georgette Diompi-Ndeki, représentante du préfet de Dakar, point focal, chef de service départemental développement communautaire. Et je vous avoue que nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Le projet a démarré depuis 2016 et à chaque fois qu'on retire, on se heurte à des problèmes. Mais au cours de ces opérations, vraiment, nous ne sommes pas bien compris parfois par les populations. Ce qui fait que nous sommes bloqués. Et parfois, nous sommes même victimes de violences de la part des populations. Parfois, nous avons l'appui de certains moines coraniques qui nous accompagnent dans ce processus. Mais parfois, non. Face à un tel fait, la RADDHO réclame la levée de tout blocage et le vote immédiat du projet de loi sur le retrait des enfants. Mame Kouna Thioye. Que l'État affirme son courage pour continuer ces stratégies qu'il a mises en place, notamment le retrait définitif des enfants de la rue, la réforme des Dara, avec l'adoption du projet de loi portant statut du Dara. Il faudrait qu'on accentue la communication pour que d'ici la fin de l'année, qu'on puisse avoir des résultats vraiment probants. Pendant 3 jours, la RADDHO compte former les différents membres du CDPE de Dakar pour mettre fin à ce qu'ils appellent l'exploitation des enfants. Josette Kali, nous reparlons de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose dans un contexte de Covid-19. Le défi reste la non-détection des cas manquants, un tiers des tuberculoses selon les statistiques. Cette situation est due à la non-fréquentation des structures de santé à cause de la pandémie, avec une incidence de 117 nouveaux cas pour 100 000 habitants, soit 17 décès pour 100 000 habitants. La tuberculose tue encore, nous dit Amadou Moustapha Dia. Déclaré officiellement lancer des activités de célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette année, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est marquée par la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une baisse notoire de la fréquentation des structures de santé due aux similitudes constatées entre la Covid-19 et la tuberculose. Cette lutte, qui a connu certes des succès avec la baisse de l'incidence, reste fragilisée par la non-détection des cas manquants, soit un tiers des tuberculeux non encore vus, dira Alassane Beng, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La nouvelle dynamique nationale de lutte contre la tuberculose au Sénégal est axée autour de l'accélération de la détection des cas manquants de tuberculose. Une analyse primaire de ces résultats a montré qu'environ un tiers des cas de malades attendus n'ont pas été reçus dans les structures de santé. Ces cas manquants qui ne sont ni diagnostiqués ni traités favorisent et entretiennent la transmission communautaire de la maladie. Mettre fin à la tuberculose au Sénégal contribuera assurément à renforcer notre combat contre la Covid. Toutefois, des efforts non négligeables sont fournis par le Programme national de lutte contre la tuberculose, même si, avec 420 décès enregistrés, la tuberculose continue de tuer au Sénégal. Sa mortalité est estimée à 17 décès pour 100 000 habitants. La maladie est diagnostiquée à Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. La région de Dakar à elle seule concentre 44% des cas de tuberculose. En 2020, 12 808 nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués dans notre pays. La létalité est de 420 décès, soit 3,28%. L'horloge tourne, mettre fin à la tuberculose, c'est maintenant. Voici entre autres les slogans brandis par les acteurs autour de cette journée de lutte. Il a été aussi fait mention du sous-financement de la lutte contre la tuberculose, une manière d'inviter les partenaires techniques et financiers à plus accompagner cette lutte contre cette maladie qui a des impacts
socio-économiques néfastes sur les populations. Parlons toujours santé avec l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass, l'autre centre hospitalier qui a vacciné aujourd'hui plus de 300 travailleurs, une journée de double vaccination de première et seconde dose malgré la levée de l'état de catastrophe sanitaire. La directrice de la structure sanitaire, Khadijatou Sarkébé, invite les citoyens au respect des gestes barrières. Mamadou Kamara. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, plus de 500 travailleurs du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, dont le personnel médical ont pris leur dose de vaccin. Une journée de vaccination accueillie avec allégresse par la directrice du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, Madame Khadijatou Sarkébé. La première dose Sinopharm. Et c'est ces 403 gars qui sont en train aujourd'hui de prendre la seconde dose Sinopharm. Entre-temps aussi, il y a eu plus d'une trentaine qui ont reçu la dose AstraZeneca. 96 agents à vacciner. La deuxième dose Sinopharm et la première dose pour ceux qui n'ont pas encore été vaccinés sur le vaccin AstraZeneca. Donc l'équipe de district, ils sont en train d'opérer la vaccination double ou la première vaccination pour les vaccins AstraZeneca. Que nous sommes les pionniers, nous sommes les éléments du système de santé. Nous devons donner l'exemple à tout point de vue. Donc nous appelons tout le monde à se faire vacciner et à respecter les consignes qui demeurent. Port de masque, lavage des mains, la distanciation physique, éviter les rassemblements et tout ça. Parce que cela nous permet d'aller vers une immunité collective. Et cette immunité collective va nous débarrasser petit à petit de cette pandémie qui nous a causé beaucoup de soucis au point de vue économique, social. Cependant, la directrice du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack invite toujours les populations au respect des gestes barrières. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Ce mercredi 24 mars est célébrée la journée mondiale de la tuberculose et nous en parlons largement avec le docteur Barnabé Ning, coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Il s'entretient avec Josette Kali. Bonjour docteur Barnabé Ning. Oui, bonjour madame. Vous êtes coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Tout à fait. Qu'est-ce que la tuberculose? La tuberculose, de façon simple, nous pouvons la comprendre comme étant une maladie infectieuse, c'est-à-dire une maladie due à un microbe. Et la forme la plus connue, parce qu'étant la forme la plus couramment rencontrée, c'est la tuberculose pulmonaire, c'est-à-dire que le microbe entre dans l'organisme, va se loger dans les poumons et va se multiplier à l'intérieur des poumons, ce qui cause donc la maladie sous forme de toux, sous forme de difficultés respiratoires, sous forme d'amaigrissement avec de la fièvre, etc. Cependant, ce même microbe de la tuberculose peut se loger dans d'autres organes et y provoquer également une autre forme de tuberculose. Par exemple, on peut parler de tuberculose abdominale, on peut parler de tuberculose osseuse, etc. Mais en un mot, si nous parlons de tuberculose, la plupart du temps, nous sous-entendons tuberculose pulmonaire. Docteur Barnabé, pouvez-vous revenir sur les symptômes? Alors, les symptômes de la tuberculose, les plus couramment connus également, sont les suivants. C'est la toux, ce sont les douleurs thoraciques, donc les douleurs au niveau de la poitrine, ce sont les difficultés respiratoires, c'est la fièvre, et dans la tuberculose, la fièvre survient souvent en fin de journée ou en début de soirée. C'est l'amaigrissement, c'est des troubles de l'appétit qui commencent souvent par une diminution de l'appétit avant de devenir une perte de l'appétit. Et dans le contexte où nous en parlons, madame, permettez-moi d'utiliser une passerelle. Tous les signes à partir desquels aujourd'hui nous pouvons suspecter la COVID-19 correspondent à plus de 98% aux signes à partir desquels on suspecte la tuberculose. Ce qui fait que de façon simple, nous disons que les signes, les premiers symptômes de la tuberculose sont tout à fait identiques aux premiers symptômes de la COVID.
Covid-19. Merci beaucoup, Dr Barnabé Ning. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 22h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Pas de consensus autour de la date des prochaines élections locales. En réunion de la commission politique du dialogue national ce mercredi, la majorité a tablé pour 2022 alors que l'opposition et le pôle des non-alignés estiment que ces élections peuvent bel et bien se tenir en 2021 si l'évaluation du processus électoral dont le démarrage est prévu le 1er avril est réduit de 2 mois. Après plus de 3 semaines de détention à la MAC de Ziguinchor, les 8 jeunes de Bignona interpellés dans le cadre des manifestations de soutien au député Ousmane Sonko ont bénéficié cet après-midi d'une liberté provisoire, un pas de plus dans la dynamique de décrispation de la tension politico-sociale qui a secoué le pays depuis quelques semaines. Colère du monde paysan à Diogo-sur-Mer dans la zone des Niayes, les maraîchers déplorent la mévente d'une forte production agricole. Elle impute à l'importation de carottes et de choux au Sénégal. Ils accusent l'ARM et le ministère de l'Agriculture de manœuvres dilatoires en ce qui concerne le gel des importations. On s'est également intéressé à la 6e édition des Journées des sciences de la Terre en Afrique et au Moyen-Orient. Le journal de la santé a complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Sud Fiscalité, suivi de l'émission Objection en rediffusion avec Baye Omar Gueye.